Donc, messieurs, dames, merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui. Je suis touché, c'est une expérience un peu nouvelle pour moi de m'adresser à des gens qui travaillent directement en milieu carcéral ou en prison. Mais vous allez voir, ce que je m'avais présenté ce matin s'applique essentiellement à des jeunes adultes ou à des adultes ou des problèmes émotifs et comportementaux. Pascal a déjà souligné que j'ai à jouer un rôle un peu d'intellectuel public, que je prends position directement sur des questions qui touchent l'éducation. D'ailleurs, si vous lisez le Journal de Québec ou de Montréal demain, primeur, au vendredi, je ne sais pas quand est-ce que Mme Dion-Vient va publier, c'est le taux de diplomation des élèves en difficulté, les élèves EHDA au Québec. Je donne le chiffre en primaire, c'est 36 %. Alors que dans les autres provinces, dans les États américains, on est à 55-60 %. Et cette question-là de réussite des jeunes en difficulté a toujours été un des sujets particuliers. Et mon champ de surspécialisation, c'est vraiment les jeunes qui brassent à l'école, les Steve et les Kevin de ce monde. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais la fréquence statistique de s'appeler Steve et Kevin de ce métier-là est toujours elle se rappelle certaines de mes cours là-dessus. Il y a environ 10 000 personnes qui suivent mon fil de presse sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et c'est directement associé à ce qui se passe en éducation, entre autres, c'est le New York Times, Le Monde, et surtout ce qui se passe au Québec sur cette question-là de réussite scolaire. J'ai quelques TEDx, il y a plusieurs webinaires. Si vous tapez mon nom sur YouTube, vous allez avoir déjà plusieurs choses qui ont été enregistrées, qui sont disponibles. Il y en a une que je reprenais hier, qui était comment intervenir si vous êtes un parent dont un jeune est victime d'intimidation à l'école. Je prends un coup d'œil là-dessus. C'est assez. J'ai la réputation d'être assez pragmatique. Bon, là, j'ai quelques avertissements. La première, c'est quelques observations. C'est relativement simple. On est tous des éducateurs, donc je m'adresse d'abord aujourd'hui à votre mission, à votre profession, à votre expertise comme éducateur. Ce que je m'en vais présenter est très solidement soutenu par la recherche, mais vous allez avoir évidemment certaines adaptations à faire en fonction du milieu de travail où vous exercez votre profession d'éducateur. On parle d'écologie. La plus particulière est la suivante, et ça je suis obligé de le dire à chaque fois. Certaines des approches ou des techniques que je m'en vais aborder, surtout vers la fin du séminaire, sont tellement puissantes que certains enseignants et certaines enseignantes les ont utilisées pour augmenter le niveau d'obéissance de leur conjoint, de leur conjoint. Oui, c'est dans le livre. Et dans cette perspective-là, c'est pas négligeable comme impact, là, mais je vous demanderai quand même d'agir comme professionnel et d'essayer de limiter vos interventions au contexte de travail. Parce que j'ai des gars, vous allez voir, c'est assez surprenant ce qui peut arriver. Surtout les hommes qui en sont victimes. D'abord, rattraper les mythes comme on prend le rhume en éducation, de folklore, de légende, des problèmes émotifs et comportementaux, les deux vitesses de la pensée, et par la suite d'interventions et de pratiques exemplaires, entre autres un certain nombre qui devraient vous toucher. Regardez bien mes mains, c'est comme un entonnoir. Je vais partir du plus large et je m'en vais m'en aller pointu au niveau de l'intervention. Jusqu'à l'obéissance de votre conjoint. Attraper les mythes comme on prend le rhume. J'ai beaucoup de décideurs en éducation et un certain nombre d'enseignants qui, malgré toute leur bonne volonté, prennent des décisions basées sur des mythes. On se retrouve souvent dans la situation où ces gens-là ne savent pas qu'ils ne savent pas. Prenez, ça peut être une fille ou un gars, mais je vais prendre une fille. Là. Vous avez une fille qui est en train de chanter quelque part dans un restaurant, un bar, je ne sais pas trop quoi. C'est comme si on égorgeait le chat. Vous me suivez? Mais pourtant, elle crie, elle pousse. Elle ne sait pas qu'elle ne sait pas chanter. Vous me suivez? Et en éducation, on se retrouve avec un certain nombre de mythes, et je m'en vais vous donner tous mes transparents en passant, au grand complet. Mais un élément, entre autres, je vais citer ici la Australian Society for Evidence-Based Teaching. Je dois juste dégommer certains mythes. Là. Je vous cache, si jamais je vais me promener de temps à autre. Les étudiants apprennent mieux quand ils découvrent des choses par eux-mêmes. Imaginez Eugénie Bouchard, là, elle avait 4 ans, et là, sa mère voulait qu'elle apprenne à jouer au tennis. Elle a eu des problèmes par la suite, mais à l'époque, ça allait relativement bien. Imaginez la scène suivante, vous mettez 3-4 raquettes par terre, et vous dites à Eugénie, Eugénie, découvre par toi-même comment tenir la raquette. Vous me suivez?
La recherche montre que lorsque les enseignants enseignent activement aux élèves, ils ont un effet 3 fois supérieur sur les résultats que lorsque leurs étudiants, que lorsqu'ils tentent de faciliter l'apprentissage sur les découvertes. Et on va citer beaucoup à ADI aujourd'hui, ou les méta-analyses. Une méta-analyse, vous prenez toutes les études solides sur un sujet et vous intégrez l'ensemble des statistiques de l'ensemble des sujets. Et je vais vous en donner des méta-analyses et certaines vont vous toucher particulièrement tout à l'heure, au niveau des résultats. Donc, l'idée de la recherche par la découverte, découvre comment ça fonctionne les calculs intégrales, là, ça peut être long. Mais les étudiants apprennent mieux quand vous adaptez leur style d'apprentissage. Ah, il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont kinesthésiques. Un loustic m'est arrivé avec des olfactifs. Avez-vous déjà essayé d'adapter votre enseignement à un adulte olfactif? Ou d'une certaine odeur que vous pouvez identifier, vous faites quoi avec ça? Il y a encore quelquefois des allusions dans le monde universitaire aux approches des visuels et des auditifs. Là, pour régler le cas pour une fois pour toutes, enseigner sur un style d'apprentissage est au mieux une perte de temps et au pire un impact négatif sur les apprentissages. Je donne des références. L'idée générale, c'est que vous êtes un visuel. Je caricature à peine, j'adapte toujours mon enseignement visuel, mais durant ce temps-là, vous ne développez pas les autres habiletés ou les autres canaux d'entrée perceptuels. Mais le redoublement est une mesure efficace pour les étudiants en difficulté avec des problèmes de maturité. Plusieurs des adultes avec lesquels vous travaillez en milieu carcéral ont sûrement pas très fréquemment une histoire de redoublement. Et là, on se ramasse avec l'idée que normalement, ça aiderait les élèves à se remplacer, ça donnera aux élèves en retard de développement le temps de mûrir. C'est le principe de la pomme et de la tomate. Tu sais, le petit 4 ans, là, le petit 5 ans, on va lui faire reprendre sa maternelle, il va mûrir. Une fois qu'il va être mûr, il va arriver en première année. Ça, les données de recherche là-dessus sont très claires. La répétition d'une année n'aide pas les élèves à se rattraper. Ceux qui ont monté d'année et qui ont eu de l'aide par la suite font beaucoup mieux que ceux qui ont repris d'année, qui ont doublé leur année. Donc, c'est là que je m'adresse à vous autres comme parents, comme grands-parents. Si un loustic vous arrive en disant « Bon, ça serait bien que Steve double sa maternelle. » Prenez vos jambes avec Steve, évidemment, puis amenez-le, sortez-le de là. Écoutez, là, j'ai fait, vous suivez mes commentaires, dans le devoir la semaine passée, j'avais, la Commission scolaire de Montréal a bien intégré la question de la maternelle 4 ans. Vous savez que je suis en faveur de la maternelle 4 ans. Mais là, ils vont ouvrir des maternelles 4 ans, mais uniquement pour des élèves en difficulté. Une classe spéciale, 4 ans, maternelle. Vous ne voulez pas que je parle de ça. Mais pourquoi je vous ramène ça plus tôt? Je vais passer à des adultes dans quelques minutes, mais revenez en arrière, regardez l'histoire des gars avec qui vous enseignez présentement, regardez ce qui s'est passé dans le passé. Préalablement, vous allez voir qu'il y a des histoires, des décisions assez étranges qui ont souvent été prises à partir de ces mythes-là. Quelques mythes sur la lecture, celle-là devient très importante pour vous autres. Apprendre à lire est un processus aussi naturel qu'apprendre à parler. Non. Apprendre à lire ou la lecture correspond à une adaptation culturelle qui doit être enseignée. Tellement une pile de livres où il va finir par apprendre à lire par lui-même. Vous avez parlé de langage que les gens vous parlent, mais la question de la lecture, ça doit être enseigné. L'autre élément, c'est que si un étudiant est dyslexique, on ne peut pas l'aider. Et ça va regrouper une partie des adultes avec lesquels vous travaillez présentement. L'état actuel de la recherche. Je vous rappelle que je suis les pieds sur le ciment aujourd'hui en ce qui concerne, autant que faire se peut, toutes les données probantes, les recherches probantes, les résultats probants des études. La plupart des personnes dyslexiques peuvent apprendre à lire. Un enseignement explicite et systématique basé sur le code alphabétique, le son, les lettres, le mot, est quelque chose d'absolument indispensable. Néanmoins, si vous êtes dyslexique, la dyslexie, là, je vais prendre un exemple d'électricien. Votre filage neurologique est bâti de telle manière que vous aurez toujours de la difficulté à apprendre à lire. C'est ça, une définition imagée d'un trouble neurologique, vous le suivez, bâti de même. Néanmoins, quelqu'un qui est dyslexique peut apprendre à développer un niveau de lecture fonctionnelle. Mais l'orthographe, la fluidité vont demeurer des aspects problématiques. Et l'idée fondamentale là-dedans, c'est que si moi j'ai une jambe plus courte qu'un autre, éventuellement je vais avoir une forme de prothèse d'orthèse ou quelque chose du genre. Si c'est documenté que j'ai de la difficulté, je suis dyslexique, j'aurai toujours de la difficulté à lire, je peux m'appuyer sur certaines formes de support informatique pour compenser le handicap.
Et ça n'implique pas nécessairement une connexion sur Internet. Vous voyez bien. J'ai appris des choses de ma visite, moi, à Archambault. Mais ce que je veux dire, il existe carrément des logiciels pour être capable de compenser le handicap. Il faut vraiment qu'il y ait un handicap, là. Si tous les enseignants ou l'enseignement qu'il a reçu à l'école primaire a été tel ou de faible qualité, c'est peut-être pas de la dyslexie, carrément du retard scolaire. De folklore, là, deuxième partie de folklore de légende de problèmes émotifs et comportementaux. Les fables pédagogiques qu'on se raconte encore beaucoup trop fréquemment concernant les jeunes en difficulté de comportement ou les adultes en difficulté de comportement. Le narratif. Si la punition ne fonctionne pas avec un élève, il faut punir encore plus fort. Je m'adresse à vous autres comme enseignants, on se comprend bien. Contexte pénitentiaire, contexte de prison, c'est une autre affaire. Mais comme enseignant, regardez bien ceci. J'ai probablement 150 ou 200 vidéos là, sur mon ordinateur. Je vais vous en présenter un où il y a une approche de punir plus fort. Ne prenez pas du titre de vidéo, parce que, de par ce que porte la jeune fille sur son gilet, la vidéo s'appelle Fuck 1. Mais il y a une raison. Regardez bien ceci, première intervention. Pour faire changement, j'ai pris 2 filles. Mais essentiellement, j'ai toujours 3 ou 4 gars pour une fille en difficulté de comportement. Au niveau de ce qui s'appelle des gens qui se retrouvent en pénitencier ou en milieu carcéral, vous allez approcher de 8 hommes pour 2 femmes ou 9 hommes pour une femme, quelque chose qui ressemble à ça. Regardez bien ceci. Hey, Sarah, you know you can't wear that kind of shirt to school. You better go to the restroom right now and turn it inside out. No way. Now listen, you either go to the restroom and turn it inside out right now or you report to the office. Hey, Sarah, listen to me. You know what I'm saying to you? Je lui demande de quoi ça ne fonctionne pas, mais là, j'augmente encore. Il y a plusieurs problèmes dans cette situation-là. Regarde, on peut même compter les problèmes ici. On peut prendre les observateurs, 1 problème, 2 problèmes, 3 problèmes. De rentrer, n'ayez pas peur, de rentrer dans votre espace personnel, il n'y a rien pour rassurer quelqu'un. Mais en plus, leur virer de bord en disant tu vas m'écouter. Ça ne correspond pas aux pratiques exemplaires, on se comprend? Regardons la deuxième version. Poétiquement appelée Fuck 2. Mais vous comprenez que pour me démêler, je suis obligé de coller un peu ce qui existe dans le. Regardez bien celle-là. Hey. Sarah, can I see you for a minute, please? Excuse us for a second, girls. Sarah, that shirt has a rude message. It's not okay to wear it to school. You have to take care of it. Tell you what, you can go inside the restroom and turn it inside out, go to the gym, get another shirt, whatever. You have to take care of it. So, what's the plan? Turn it inside out. Qu'est-ce qui fait que cette deuxième intervention-là, beaucoup plus, la probabilité que ça fonctionne dans cette deuxième intervention-là est nettement plus forte que la première? Qu'est-ce que vous voyez avec l'allure dedans? Gênez pas, là. Respect. Voilà. Il y a une question de respect. Question de respect, c'est dans l'attitude. Elle ne se met pas à pleurer. Elle me dit pourquoi tu as mis ce gilet-là? Puis elle n'est pas en maudit non plus parce que pourquoi tu as mis ce gilet-là? Mais il y a une question de respect. Très juste, entre autres, avec des jeunes adultes, c'est particulier. Avec tout le monde, mais entre autres avec des jeunes adultes, c'est important. La confidentialité. La confidentialité, il y a quelque chose de prendre à part. À la limite, c'est du semi-privé, semi-public. Il n'est pas peur encore. Non, vous êtes ma victime la dernière fois. Ça, c'est du privé. Hey, chose! Ça, c'est du public. Mais, regarde ma grande, atata, ça, c'est du semi-privé, semi-public. Ça va? D'autres choses qu'on voyait qu'il y a de l'allure dedans. Là, ça, c'est un classique, les choix. Marquez que c'est un choix où tu viens de bord, ton gilet, ou tu vas le porter, ou tu vas changer au vestiaire. Dans les deux cas, le message va disparaître. Mais la question du choix. On va parler d'adultes opposants tout à l'heure. Et par rapport à des adultes opposants, la possibilité de laisser un choix, si vous êtes capable d'encadrer le choix en question, est déjà une source qui augmente la probabilité que vous soyez efficace avec les gens. D'autres choses, une dernière? Oui? Regarde ma grande, elle explique les raisons d'intervention. Regarde ma grande, ton gilet, un message rude, un message qui ne correspond pas ou qui n'est pas correct pour notre école et elle explique, elle donne des choix. Quand on dit qu'on colle des pratiques exemplaires ou des pratiques, c'est que
appliquer ce type d'intervention-là, de cette manière-là, augmente votre probabilité d'être efficace dans ce type de situation-là. Ça ne fonctionnera pas toujours. Mes vidéos fonctionnent toujours, mais ça ne fonctionnera pas. Mais ça augmente nettement la probabilité. Donc, je reviens à nos mythes. Donc, cette punition ne fonctionne pas avec un élève, il faut punir encore plus fort. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. L'opposition, d'escalade, du retrait, du de relation. Donc, il y a véritablement, par rapport à quelqu'un qui est déjà opposant, si vous rentrez dans ce jeu-là, on aura d'autres vidéos tout à l'heure, vous augmentez la probabilité que l'intervention plante ou que ça dégénère. Et je suis convaincu qu'en ce qui concerne l'opposition, l'escalade, vous faites affaire à une clientèle scolaire qui a une très bonne expérience. Le narratif œil pour œil, dent pour dent. Il faut que l'intensité de la conséquence soit proportionnelle à la gravité des comportements. Le comportement est cette gravité-là, donc il faut absolument que la conséquence soit cette gravité-là. En éducation, vous n'êtes pas obligé. Système pénal, c'est une autre affaire, mais dans votre rôle d'enseignant, vous n'êtes pas obligé de dire alors, tel niveau de gravité implique absolument tel type de punition du même niveau. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous êtes une de mes élèves. On va mettre ça, je ne sais pas moi, en collégial, cégep 1, tiens. Non, formation des adultes. Donc, formation des adultes, vous avez 19 ans. Vous savez que la majorité des adultes au Québec sont très jeunes. Hein? C'est d'ailleurs ce dont je vais parler au Conseil supérieur de l'éducation la semaine demain. C'est que de 16 à 19 ans, il y en a beaucoup d'adultes de 16 à 19 ans. Les centres de formation des adultes, 60% des étudiants ou des adultes en question entre 16 et 19 ans. Ceci dit, vous êtes une adulte de 17 ans. Je donne un cours, une présentation, vous venez liard dans le groupe, je dis, fille, regarde, tu vas te calmer. Tu te calmes, arrête de déranger, tu me déranges moi-même. Vous me regardez les bras dans les yeux, vous me dites, coudonc, voyez, moi, vous dites que ta chemise est laide. Vous achetez ça au comptoir Emmaüs. Pensez-vous que je vais me laisser parler comme ça? Toi, tu ne donnes pas ma chemise dehors. Elle s'en va au bureau de la directrice est là. Et pour la directrice, c'est un incident qui peut être dangereux au niveau de la CSST, CNSST. Parce que quand la grande fille arrive, puis vous lui demandez, la grande, il s'était fait sortir du cours de Royer, qu'est-ce qui s'est passé, puis que vous lui dites, j'y ai dit à Royer qui est habillé comme la chienne à Jacques. Le danger de blessure vient du fait qu'une directrice peut se mordre les lèvres pour ne pas rire et se dire en elle-même, maudit, il y a encore des jeunes qui ont du goût. Moi, cet événement-là, ça m'arrive en classe, je vais décrocher, redonner la tâche, je vais ma grande, tu fais ton travail, je redonne la tâche, je recule, mais à la pause, à la récréation, à la pause, appelez ça comme vous voulez, tu sais, il y en a ici un peu. Quelques minutes. Vous avez deux de vos amis qui vous attendent dans le corridor pour sortir, hein, mais vous, moi, je vous garde une trentaine de secondes, puis on va parler chiffon. D'après toi, c'est une chemise 15 et demi de col, 7 boutons, 8 boutons. Juste une trentaine de secondes de ça, sérieux comme un pape, là. Si tout intéresse à ma chemise, je vais en parler. Vous ne le faites pas de manière. Vous êtes à la Colombo, là. Vous me suivez, là. Vous ne faites pas ça de manière agressive, là. Un peu perdu, un peu à la Colombo, un peu, là. Tout intéresse à ma chemise, là. Un 30 secondes de ça, vous êtes en train de faire un retrait, vous me suivez, là. C'est un retrait que vous faites. Vous n'avez pas appelé ça un retrait, vous n'avez pas appelé ça un retour au bureau de la direction. Mais ces 30 secondes-là, vous marquez le point, vous marquez le message. Et c'est un investissement que vous faites. Parce que peut-être que le cours suivant, moi j'ai juste un peu proché, tirer mon col de chemise, puis ça laisse entendre que vous pourrez reparler chiffon. Vous me suivez? C'est anecdotique, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé en éducation de donner par rapport à un comportement qui était vraiment désagréable une conséquence aussi forte. Vous n'êtes pas dans un système judiciaire dans ce cadre-là, vous êtes dans un système pédagogique d'enseignement. Ça va. Donc, l'importance de faire suivre le comportement d'une conséquence d'un arrêt d'agir, l'intensité n'y change pas nécessairement grand-chose, et si vous mettez trop d'intensité, vous aggraver la situation. L'élève est entièrement responsable. Si le désir vraiment, il peut changer. Il doit se conduire une décision qui relève de sa bonne volonté. Surtout dans le milieu où vous travaillez. Regardez, je vous donne un exemple. Imaginez que je suis un batteur de femmes. Elle, une de mes anciennes étudiantes, elle, une de mes anciennes étudiantes, elle a le malheur d'être mariée avec moi, c'est le problème. Et là, je ne sais pas, je vous donne un exemple de fou, j'avais telle affaire qui n'est pas mon affaire, il y a telle chose dans la maison qui n'est pas mon affaire, je vous donne une volée terrible.
Et après ça, je vais aller voir chérie, je m'excuse, je suis un maudit, je suis un crétin, je suis violent, mais je vais changer, chérie, je vais changer. Est-ce que je suis conscient que je suis violent? Oui. Est-ce qu'elle peut se fier là-dessus pour que je change? Pas ça va. La prise de conscience ou l'insight en psychologie n'est pas suffisant pour changer le comportement. Donc, dans cette perspective-là, je me trouve dans une situation où ce n'est pas une question de bonne volonté. Vous allez travailler avec des adultes qui sont vraiment handicapés par leur conduite et leur émotion. Ça prend un encadrement, c'est le cas de le dire dans le milieu de travail que vous avez. Mais écoutez, se protéger, c'est des adultes souvent ou des jeunes qui se protègent, n'ont pas eu l'occasion d'apprendre souvent, surtout dans la situation des deux. Donc, quand vous travaillez en santé mentale, lorsque vous travaillez dans un milieu carcéral, je ne vais pas vous définir la définition opérationnelle d'un psychopathe, là. Surtout un psychopathe très intelligent, ça peut être particulier. Mais l'idée de dire la prise de conscience ouvertement, de dire oui, je sais que je peux changer, je vais changer, n'est pas suffisant pour être capable de modifier le comportement. De manière générale, et plus spécifiquement dans l'environnement dans lequel vous travaillez. L'élève est entièrement irresponsable, cet étudiant sort d'un TDAH. Là, j'ai d'autres jeunes, on le voit au secondaire, vous allez le voir, parce que le TDAH adulte est rendu extrêmement populaire. Il y en a beaucoup. Il y a toute la question de l'attribution. L'exemple classique qu'on avait, je vous donne un exemple secondaire, un jeune bouge en classe, il dérange. La phrase poétique suivante, « Coudon, Steve, as-tu pris ta pilule? » Il y a un message profond là-dedans. Le message, c'est qu'il n'est pas de manière autonome capable de contrôler son comportement lui-même, ça prend une médication pour le contrôler. Pour ça, on appelle ça le problème de l'attribution. J'ai une maladie, puis moi, je ne prends pas ma médication. Mais le rôle de l'éducation, c'est pas le rôle de l'éducation va beaucoup plus loin que ça au niveau du comportement. L'objectif d'un enseignant, c'est d'aider le jeune à gérer ses émotions et ses comportements. La médication peut être très pertinente, mais ça ne peut pas être uniquement la médication. Vous ne voulez pas entendre le taux de médication au Québec comparativement au restant du Canada. Vous le savez déjà, c'est sorti dans les journaux il y a un mois. Enfin, moi, c'était des chiffres que j'avais depuis 2013. Mais enfin, les pédiatres ont sorti en disant non, qu'est-ce qui se passe? Certains groupes d'âge, on a le triple de jeunes sous médication que dans la moyenne canadienne. C'est fascinant. Mais simplement pour vous souvenir, je revenais avec le TDAH dans quelques minutes à quelque chose de plus surprenant. La prise de conscience par l'élève qui est dans l'erreur est indispensable pour que ce comportement change. On l'a déjà abordé. La prise de conscience ne suffit pas pour modifier les comportements. Donc, le jeune est entièrement irresponsable, ou le jeune est entièrement responsable, ou le jeune adulte est entièrement irresponsable ou responsable. Il y a beaucoup de méthodologies d'association. Je vous rappelle que je descends dans mon entonnoir, ça s'en vient. Les deux vitesses de la pensée. Et là, ça va être plus surprenant, mais il y a un psychologue qui a gagné un prix Nobel, il l'a gagné en économique, Daniel Kahneman, de 2002. Kahneman dit qu'il y a deux vitesses à la pensée. Et ça devient important comme cette perspective-là au niveau des vitesses de la pensée, parce qu'on a présentement, entre autres, surtout en éducation, mais entre autres dans l'éducation, le problème du tireur d'élite. Moi, je suis un tireur d'élite à arc et flèche. Je ne manque jamais mon coup. Centre d'acide tout le temps. Et on en connaît, il y en a plusieurs d'ailleurs au Québec qui sont comme ça, entre autres en éducation. Je prends ma flèche, je prends mon arc, toc! Après ça, je m'en vais sur le mur, je prends mon crayon, et là, je dessine la cible autour de la flèche. Syndrome du tireur d'élite, c'est véritablement y aller en fonction de sélectionner les informations qui viennent supporter mes croyances, mes désirs, mes ambitions, et laisser de côté les données et les faits qui ne les supportent pas. Et ça, on se retrouve dans les deux systèmes de Kahneman que je viens de mentionner, système 1 et système 2. Système 1, c'est un système automatique, rapide, il saute aux conclusions comme ça. Cloc. Et Dieu merci, on en a un, ça nous permet de faire des choses, tu relèves, vraiment d'être sur le pilote automatique, puis de faire des choses relativement simples sans y mettre trop d'énergie. Regardez, tournez notre tête dans la position d'un bruit soudain. Vous entendez bading, bading de l'autre côté du mur. Allez-vous vous dire, bon, je viens d'entendre bading, bading, je vais vous tourner la tête. Non, c'est instantané. Conduire une auto sur une route isolée. Une autoroute 40, debout qui est droit, puis il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'inondation, rien, vous en allez comme ça. Vous pensez à bien des choses, mais à un moment donné, vous dites, bon, je viens de faire 5 km, je n'ai même pas pensé. Vous êtes sur votre système 1.
On va voir ce que ça donne en éducation tantôt. Vous avez aussi le système 2. Lui, il est réflexif, logique, il doit être mobilisé, plus lent, plus songé. Donc, on va être obligé d'y mettre de l'énergie. Regardez, pour qu'il soit fonctionnel, il faut vraiment porter activement attention. Et porter activement attention, notre réserve d'attention est limitée. Donc, ça prend vraiment de l'énergie. Et vous êtes un métier, dans un métier, comme pédagogue, où le système 2 devient très important dans certaines situations. Je vais en vous le prouver dans quelques secondes. Regardez, se concentrer sur la voix d'une personne lors d'une soirée bruyante. Je ne sais pas, vous êtes dans un restaurant, vous avez quelqu'un qui est en train de vous parler d'un bruit d'enfer là-dedans. Vous laissez un phonème de temps en temps, essayez de comprendre ce que ça veut dire. Là, votre système 2 est vraiment en action. Stationner son auto dans un stationnement très étroit. Normalement, je ne vous écoute pas comme ça. Non. Ton centre, c'est de sauver le miroir. Remplir ce formulaire d'impôt. Mettez du système 1 de votre rapport d'impôt, vous allez voir que ça va changer votre vie. Le problème qu'on a avec le système 1, système 2, et surtout le système 1, c'est le Wheezy-Yati. Wheezy-Yati. C'est que très souvent, on se fait prendre par le phénomène suivant. What you see is all there is. Ce que je vois est tout ce qu'il y a à voir. On va se pratiquer un peu. Quel élève est le plus grand? Dans mon tasse encore un peu, je me prends devant. Quel élève est le plus grand? Est-ce que c'est celui d'ici, celui de là, celui de là? Bon, vous dites, ça c'est un gars qui l'a déjà vu avant, il est inoculé, son système 1 est inoculé. Il dit, c'est une illusion d'optique, les trois sont pareils. Quelqu'un qui n'a jamais vu cette chose-là va se dire, peut-être que celui-là ici est le plus grand. Mais si on voulait véritablement faire travailler notre système 2 là, de manière très spécifique, prenez la règle, allez mesurer ça à l'écran. Vous allez voir que de toute manière, les trois sont de la même grandeur. Il y a vraiment un effet de perspective. Maintenant que vous le savez, vous arrivez avec le deuxième. Est-ce que les deux mannequins ont le même tour de table? Vous dites, bon, votre système 1, là, il frétille un peu, il dit, pourquoi ça devient plus grosse? Mais, après ce qu'on vient de dire, vous êtes inoculé, vous êtes dans ça doit être la même petite affaire que vous voyez qui arrive, on mesure ça, les deux sont pareils. Ça va toujours bien? Est-ce que le signe astrologique d'un élève de première année le rend plus susceptible de recevoir un diagnostic de TDAH? Oh, le système 2, tout de suite, encore? Non? Astrologie. Astrologie sociale. Oui, c'est ça qui s'appelle Kevin. Ah, voilà, est-ce que ça s'appelait Kevin avec un signe astrologique? Il faut des liens, c'est pas correct ça. Est-ce que le signe astrologique d'un élève de première année le rend plus susceptible de recevoir un diagnostic de TDAH? Moi, je suis Verseau, j'ai moins de probabilité d'être TDAH que si j'étais Scorpion. Oui, je dis tout non. On change de question. Est-ce que le mois de naissance d'un élève de première année le rend plus susceptible de recevoir un diagnostic de TDAH? Ceux qui disent oui? Ceux qui disent non? Ah, là, on est en affaire. Ceux qui ne veulent pas parler. Regardez bien, c'est assez étrange. Hein? On a les mêmes données aux États-Unis, on a les mêmes données, ça c'est en Finlande, on a les mêmes données aux États-Unis. En Finlande, l'âge, c'est comme au hockey mineur, au baseball. L'âge d'entrée à l'école, c'est l'année civile. Donc, c'est au mois de 31 décembre, vous rentrez à l'école. L'année où vous êtes né. C'est les 7 ans dans le cas. 31 décembre, vous rentrez en première année. Bon, deuxième année, demande année. D'autres, c'est le 30 septembre. Regardez bien ceci. Évidemment, ça, c'est les gars avec un déficit d'attention. Ça, c'est les filles avec un TDAH. Ça, c'est les gars. Toujours pareil, là, les gars sont. TDAH, c'est les gars. Mais regardez bien. Ça, c'est les premiers mois de l'année. Ça, c'est les derniers mois de l'année, âge de naissance. Autant les gars que les filles. Si vous êtes venu au monde en octobre, novembre, décembre, significativement de beaucoup plus de probabilité d'être identifié qu'un TDAH. Parce qu'eux autres, leur année, entre autres, surtout que leur année scolaire, eux autres, se rendent jusqu'au 31 décembre pour leur admission. Quand je prends les données américaines, ceux qui sont venus au monde au mois de juillet ou septembre sont nettement plus susceptibles d'être identifiés qu'un TDAH que ceux qui sont venus au monde en janvier. Vous faire la différence entre le signe astrologique, ici, moi je suis un Verseau. Là, je suis un Scorpion.
Ma question était mal posée, il y a des raisons. Mais quand je regarde, est-ce que l'âge influence le fait d'être identifié TDAH? Je ne vous dis pas de le faire, mais je suis convaincu que vous avez un certain nombre d'adultes avec lesquels vous travaillez dans le milieu carcéral où l'appellation TDAH, hyperactivité, qui est arrivée dans le dossier, n'était pas si solide que ça. Mais une fois que tu as là l'étiquette, c'est pour ça que vous allez m'entendre publiquement là-dessus, cette question-là de l'étiquette bientôt. Une fois que vous avez l'étiquette de Steve, il y a 5 ans, et il est identifié TDAH, là, il arrive dans votre classe, vous êtes l'enseignant de première année. Ah, oh, mon Dieu, le TDAH arrive. Ou vous enseignez aux adultes. Vous enseignez aux adultes. Dans cette année, là, j'en ai 10, j'en ai 12 là, qui, dans mon groupe d'adultes, et dans mon groupe d'adultes, là, il y en a au moins 7 là, qui sont identifiés TDAH. Veux pas ça. Ça ne laisse pas entendre qu'ils vont prendre le fixe en vous écoutant. Tu comprends? Il n'y a pas simplement des enseignants qui fonctionnent avec leur système 2. Il y a les élèves aussi. Regardez bien celle-là. One minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. C'est pas si théorique que ça ne l'a l'air. Faites attention au problème, vous le savez déjà, mais comme pédagogue, travaillant avec des adultes qui ont une histoire de grandes difficultés, et en plus en milieu carcéral, en milieu de pénitentiaire, le what you see is all there is là, est très embêtant, d'un sens ou l'autre. Hein? Parce que moi, je suis un bon psychopathe, là. Je peux très bien avoir un niveau de discours. Là. Je pense que tous ceux qui commencent, les jeunes qui commencent dans le métier ont dû se faire avoir à quelques reprises par une belle histoire, un très beau narratif. Et là, vous apercevez que le narratif n'était pas... Mais c'était tellement bien dit. C'est pour ça qu'à temps dans le doute, vous collez le comportement beaucoup plus que ce que la personne vous dit. Mon métier à moi, c'est ça. Parce que l'histoire peut être très belle, mais c'est pas ça. Donc, on avance dans l'intervention, mais là, je vous dis des fans du niveau système 2, vous allez voir, ça se tient. Je vous le dis, ça se tient. L'intervention est une pratique exemplaire, l'objectif est grande poussée. Là, faites attention, il va y avoir des choses, comme ils disent dans toutes les stations de télévision, les scènes, les prochaines minutes, vous allez voir des scènes qui... Il y a quelqu'un qui a un autre prix Nobel. Et lui, il a travaillé sur les nudges. Les nudges, là, c'est un petit pouce pour amener quelqu'un à changer son comportement. Parce que vous pouvez trouver des interventions brillantes quelquefois, et c'est juste une petite affaire qui permet de changer le comportement d'un adulte qui présente des difficultés. Regardez bien, une petite intervention, c'est pas besoin d'une grosse intervention pour avoir un effet, on en a parlé tantôt, mais un changement mineur mais stratégique peut avoir un énorme impact. J'avais 4 grands gars dans une école secondaire, il y avait toujours un peu à la maison, puis il écœurait le monde dans le cours de récréation que les jeunes arrivent, les jeunes de 17-18 ans. Jusqu'à temps qu'un directeur d'école, le directeur adjoint, il vient voir les gars. Connaissez-vous Mme Fouquet? Il ne connaît pas Mme Fouquet. Mme Fouquet, elle reste là. L'hiver, Mme Fouquet, là, sa galerie, là, pleine de neige, pleine de glace. Mme Fouquet a peur de tomber. Elle m'a dit, connais-tu quel grand gars qui pourrait prendre ma déneigement, ma galerie, à contraste cet hiver, tu vas du monde fiable, des grands gars, là. Les gars, À un moment donné, au lieu de niaiser au cours d'un cours de récréation, les gars sont attaqués à la galerie de Mme Fouquet. C'était lisse, ça n'était dangereux. Vous me suivez? Il n'y avait pas un brin de neige qui pouvait là-dessus.
c'est le principe de tu veux du pouvoir, je m'en vais t'en donner, mais à mes conditions. Vous me suivez? Ça va revenir tantôt en vidéo, ça va. Lorsqu'on donne une forme de responsabilité à un jeune qui a certaines difficultés ou à un adulte certaines difficultés de comportement, le comportement a tendance à suivre. C'est pour ça qu'on a déjà nommé dans une cour de récréation des jeunes en difficulté de comportement anges de la paix. C'est même des jeunes qui intimidaient. Mais là, ils ont eu une formation d'anges de la paix, ils portent un brassard, là, ils sont allés à la récréation. C'est pas rien, le comportement de la récréation, des gens de la récréation qui ont changé. C'est le comportement des anges de la paix eux-mêmes. Parce que eux-mêmes se faire appeler pour avoir une formation sur comment maintenir et éviter l'agressivité dans le cours de récréation, eux autres, non. C'est un double effet. Il y a la question aussi d'être capable de déstabiliser quelqu'un. Déstabiliser, ça peut être relativement simple. Un enseignant avait eu un accident d'auto, enseignant au secondaire, 3e, 4e secondaire. Accident d'auto, il s'était blessé dans le dos, mais il était capable de travailler, donc il portait un corset. Le corset avait en substance résineuse, là, mais relativement, évidemment, souple, avec des petits trous pour la transpiration. Il portait ça. On va faire une silence à un moment donné dans une classe, un vendredi après-midi qui pleuvait, une classe 3e secondaire, deux périodes de maths, appelé en suppléance. Il s'était mis une cravate et une chemise assez ample, pour pas qu'on voit son corset. Prend le matériel qui a été laissé par le prof, met son monde au travail. Il y avait 3-4 gars dans le coin. Le prof, suppléant, vous me dites, s'il pense qu'on va travailler, l'enseignant, et ça va revenir tantôt. L'enseignant, je le dis en anglais parce qu'en français, ça sonne moins bien. L'enseignant, cool as a cucumber. Porte pas attention aux 3-4 gars qui ne travaillaient pas. Met son nom au travail, ça va s'asseoir là, fait sa tablette du châssis. La fenêtre est ouverte, il rentrait. Le vent a pris dans sa cravate une couple de fois. Il ramène sa cravate. À un moment donné, c'est s'en va dans l'arrière du pupitre du prof qui remplaçait, sort la brocheuse. C'est vraiment bien. Il va vraiment s'asseoir, fait sa tablette du châssis. Là, le vent va prendre sa cravate. Comment ça va, les capitaines étaient là? Le prof a une brocheuse, parfait. Le vent a pris dans la cravate. Le prof a mis sa cravate comme ça, près de la brocheuse. Choc, c'est le brocheuse. Cool as a cucumber. Il était voir les 4 gars. Les gars, c'est comme OK. Il fait 10 minutes, c'est commencé, on va aller en supplémentaire, on va commencer à travailler. Quand t'as le gars qui vous dit ça, 3 broches rouges, ce que j'illustre par ça, c'est que tu as un pattern. On a un suppléant, il mouille, des mathématiques, on mène le garde. Il arrive, il met tout le monde au travail, il s'assied à la table du châssis, il broche son linge après lui, il vient nous voir. Comprenez-vous que ça change un peu la perspective? Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais simplement pour vous souligner que ça change un peu. Mais si vous en voulez d'autres, Poste Canada, on reste au fédéral, Poste Canada. Une boîte à lettres d'où dépasse une enveloppe affranchie contenant un billet de 5 livres sterling sur l'Angleterre. 3 situations. L'endroit est propre, la boîte à lettres est propre, la place est propre. Tu sais, je me promène, non? Je vois une boîte à lettres, il y a une enveloppe qui n'est pas rentrée dans l'enfant. Puis je joue au travers de la fenêtre de l'enveloppe, il y a un billet de banque de 5 livres sterling. Ça va? 3 possibilités. À un moment donné, l'endroit était propre, boîte à lettres remplie de graffiti, endroit plein de rebuts, boîte à lettres propre. C'est quoi le pourcentage de passants qui vont garder l'enveloppe? Surprenant. Endroit propre, 13% seulement gardent l'enveloppe. Boîte avec des graffitis, 27% ramassent l'enveloppe et la gardent. Endroit plein de rebuts, boîte à lettres propre, 25% gardent l'enveloppe aussi. Visualiser une forme de comportement déviant peut en encourager et en susciter un autre. Je parle, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, vous êtes déjà au courant. Mais simplement pour vous dire que l'environnement a un impact sur ce qui se passe dans votre classe quand vous travaillez. Je vais être encore plus précis que ça dans quelques minutes. Un des exemples les plus étranges est celui-là. Ah, c'est quasiment de la psychologie évolutive. Vous me comprenez en arrière? Oui. Ma voix pas. Aéroport Schiphol, que je prononce de même, Amsterdam. Toilette des hommes. Mesdames, vous allez vivre une expérience, vous allez simple, vous allez voir. Au pied des urinants des hommes, déversement. Ça sent le gaz.
on a pris une approche cognitive pour corriger la situation. On a mis des affiches au-dessus des urinoirs. Nous visons à vous aider. Aidez-nous en visant. Ça va? Ça, c'est cognitif. Trop de mots, ça fonctionnait pas. Et là, il y a quelqu'un qui est parti plus en psychologie évolutive qui a dit Homo sapiens de base est un chasseur-cueilleur. Le hail and shoot, là, le viser et tirer quelque chose de profond. Et là, ils ont fait la modification suivante. Il semblerait que lorsqu'on a fait une cible à un homme, on ne peut s'empêcher de la viser. Cet exemple-là est tiré, entre autres, des travaux de Thaler qui a pris Nobel aussi. Ils ont des prix Nobel sur des choses surprenantes. Vous allez voir, regardez bien. Une mouche. Ils ont dessiné une mouche dans le bois. C'est pas de blague. C'est pas de blague. Il n'y a rien d'écrit. C'est des vues, des mouches. Non, vous allez voir, Fly, je sais pas, l'Airport, New York. Diminution de 80%. Je ne sais pas comment est-ce qu'on mesurait ça. Diminution de 80% des écoulements. Vous me suivez? Là, mes étudiants gradués sont là à m'envoyer des photos d'urinoir. J'en ai une du Nouveau-Brunswick. Regarde celle-là. Vous riez, mais en tout ça, il y a engagé du personnel supplémentaire pour augmenter le nettoyage des urinoirs. Vous me suivez? Il y a un lien avec le foot. Regardez celle-là, vous comprenez, je trouve des petits coups de coude. Regardez celle-là. Des yeux ou des fleurs au-dessus de la machine à café. Il y a une table. Vous me comprenez toujours à l'autre bout. Si jamais ça baisse trop, me le direz. Hein, parce que j'ai des retours de son. Il y a une table sur laquelle il y a c'est en Grande-Bretagne encore, il y a un pot de thé, un pot de café, puis un petit pot où on paie ce qu'on prend. Okay. Or, il y en a qui ne payent pas. Donc, à un moment donné, toujours dans une perspective qu'Homo sapiens, lorsqu'il se sent surveillé, son comportement change, même si c'est symbolique, ils ont fait la recherche suivante. Au-dessus de la liste de prix, une semaine, ils ont mis des fleurs. Ça ne payait pas. Quand ils mettent des yeux, ça paye. Quand ils mettent des yeux, ça paye. C'est fascinant. Vous me suivez toujours. Mais ici, ça payait vraiment. Non. Ça, c'est les petits coups de coude. Si vous voulez faire une différence encore plus importante au niveau de la réussite scolaire, là, on tombe dans le pointu comme un entonnoir. 5 questions porteuses. La première, c'est prendre comme référence pour nos actions, autant que faire se peut, les pratiques exemplaires qui ont été implantées et évaluées. Que ce soit en médecine, que ce soit en psychologie ou que ce soit en éducation, vous devez vous accoter sur du solide toutes les fois que vous êtes en mesure d'en trouver. Question d'activer et soutenir le système 2. On a en éducation des pratiques prometteuses, validées et exemplaires. Une pratique prometteuse, ça contient des informations détaillées décrivant la pratique et comment la mettre en œuvre. La collecte des données est en cours, mais l'évaluation rigoureuse n'est pas encore terminée. Je suis en train d'implanter quelque chose là, ça peut être dans mon centre pénitentiaire, dans le milieu où j'enseigne. Et là, depuis le début de l'année, je regarde ça, je ramasse mes données, mes résultats, là, ça a l'air à donner quelque chose d'intéressant. Ça, c'est une pratique prometteuse. Je vais vous en donner une pratique prometteuse tout de suite, alors c'est particulier. Puis ça va revenir tout à l'heure dans les modèles. Nouveau-Brunswick, primaire. Les élèves les gars de 3e à 5e année ont des résultats scolaires en lecture très, très faibles. On décide de mettre en place un programme où on a pairé le Blizzard d'Edmundston, joueur de hockey, avec les jeunes de 3e, 4e, 5e année, uniquement les gars, avec des cartes de hockey qui recevaient selon le nombre de minutes de lecture associées à des capsules des joueurs du Blizzard sur comment lire. Regardez bien ce que ça donne. Ils ont évalué, ça a un impact bœuf. Mais c'est un exemple de vraiment pratique exemplaire, une pratique prometteuse. Regardez bien ceci, c'est assez particulier. Genre, là, c'est très cool. Mesdames, Messieurs, accueillons le...
Là, je vous donne comme exemple de pratique prometteuse. C'est vraiment prometteur. La journée où il l'applique dans une école, 2 écoles, 3 écoles, 4 écoles, 5 écoles, puis il l'applique comme du monde, ça donne toujours les mêmes résultats, là, ça devient une pratique exemplaire. Vous me suivez? Et ça va revenir au niveau des modèles masculins de lecture dans quelques minutes. Et ça, c'est un très beau programme, d'ailleurs, que j'ai présenté. Je donnais une conférence à Montréal et les auteurs du programme étaient dans la salle. D'ailleurs, que je parle des autres, mais c'était vraiment très bien. L'implication des parents. La pratique éducative validée, une pratique éducative prometteuse qui a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse documentant les résultats positifs de l'élève. Donc, c'était prometteur pour évaluer comme il faut. Et de toute évidence, là, on se retrouve avec une pratique éducative qui est validée. Regardez bien votre situation admise dans un. Je vais prendre les établissements fédéraux au Québec. Lors de l'admission dans un établissement fédéral au Québec, 64% n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. 74% ont participé à un programme d'éducation, 25% ont terminé le programme avec succès. Mais regardez les résultats de l'étude NAFEC. Taux d'échec de la mise en liberté sous condition de 70% moins élevé chez ceux qui ont suivi une forme d'éducation, qui ont suivi des cours ou qui ont été carrément à l'école en milieu carcéral. Quand vous êtes rendu qu'une diminution du taux d'échec de 70%, là, vous êtes dans les pratiques validées, surtout en fonction des chiffres que j'ai vus. Ce que je vais dire, je ne vais pas sortir le violon et vous raconter une histoire, là, ce que vous faites fait la différence. Là, dans un contexte général d'intervention en milieu carcéral, si je prends cet exemple-là, fournir de l'enseignement de qualité en milieu carcéral peut être considéré comme étant une pratique validée, voire exemplaire. Est-ce que je suis clair? Comparativement les milieux qui en offriraient pas. Et ce qui est particulier dans l'étude, plus les détenus sont à risque, l'effet protecteur ou l'effet d'impact sur la remise en liberté, mise en liberté positive, plus les détenus sont à risque, plus c'est bas, plus ils augmentent leur niveau académique, plus les résultats de ces programmes sont bons. Donc, voyez-vous, ce n'est pas uniquement pour ceux à faible risque, c'est pour l'ensemble des gens. Donc, de toute façon, c'est une référence que vous connaissez. Les pratiques exemplaires, c'est une pratique validée, reproduite avec succès dans de multiples contextes éducatifs avec des résultats positifs similaires chez les élèves. Et là, suivez-moi bien. Il y a un centre aux États-Unis qui s'appelle le What Works Clearinghouse où on rassemble l'ensemble des pratiques exemplaires. Souvent, on va regarder, regardez bien, une pratique exemplaire, milieu carcéral où on n'applique pas la pratique, milieu carcéral où on applique la pratique. Regardez, c'est la courbe au complet qui tasse à droite. Donc, c'est ma moyenne qui bouge ici, regardez. Ça veut dire que ceux qui étaient très faibles sont un peu plus forts, et ceux qui étaient déjà forts sont encore plus forts. Si je fais une histoire courte, vous me suivez? Une pratique exemplaire, mon importance d'effet, c'est ça, c'est tout le bazar tasse. C'est l'ensemble des jeunes, l'ensemble des adultes tasse. Et là, on se retrouve avec des éléments de ATI au niveau des méta-analyses. J'ai pris le tableau d'ATI, mais on peut pas rajouter les méta-analyses individuelles. Mais regardez bien ceci. Portez un coup d'œil qu'à 0.4, c'est un seuil habituellement utilisé pour considérer une variable comme importante. Donc, mettons que j'ai une importance d'effet de 0.4, 0.41, 0.5, 0.6, c'est véritablement quelque chose que ça va à peine d'implanter, je suis presque sûr. Redoublement, regardez, moins 0.32. C'est significatif, mais de l'autre part. Suspension ou expulsion de l'école, moins 0.02. Programme pour jeunes délinquants, ça vous surprend? Est-ce que ça vous surprend? Très peu efficace, d'après l'ensemble des méta-analyses. Dans l'état actuel des choses, on prend l'ensemble des programmes. Enseignement direct et explicite, regardez où je suis rendu, 0.6. On ne demande pas là, à Mme Bouchard d'essayer de savoir comment prendre sa raquette, on enseigne explicitement. Il y a des 100 codes diagnostiques ou sans étiquette, 0.61. Classe gérée sur l'approche comportementale, 0.62. Approche phonétique au niveau de phonic instruction, au niveau d'apprentissage de la lecture, 0.7. Répétition et mémorisation. C'est curieux, c'est pas sexy, hein? Mais regardez l'impact. Répétition et mémorisation. Et regardez, c'est le modèle de réponse à l'intervention, 1.29. Donc, vous avez un doute que je vais revenir avec ce modèle-là. Vous avez un doute là-dessus. Quand vous avez une décision importante à prendre pour un ensemble ou pour une intervention, c'est quoi la meilleure méthode pour apprendre à lire à des adultes qui ont vraiment des retards importants en lecture?
Ça ne sera pas de leur faire découvrir le son des lettres, là, ça va être de l'apprendre directement. Comprenez-vous cette question-là du basé du solide? Action 2, un gramme de prévention ou 1 kg d'intervention. Action 2, un gramme de prévention ou 1 kg d'intervention. L'idée, en termes de pour intervenir, c'est qu'au lieu d'improviser, coller et pratiquer exemplaire, il y a 3 niveaux d'intervention véritablement présents. Ça, c'est le triangle classique qu'on a partout, là, entre autres dans mon domaine à moi, au niveau des gens dans la difficulté de comportement. Là, pour qu'on se comprenne bien, dans le milieu où vous travaillez, là, ça c'est un triangle qui est la population générale. Vous autres, c'est comme s'il y avait un autre triangle au-dessus. Vous me suivez? J'en reviens dans quelques minutes. Normalement, si vous travaillez dans une école secondaire ou au niveau collégial, 80-85% de ce que vous faites par rapport aux jeunes en difficulté émotive comportementale, je pense que cet exemple-là est suffisant. 10 à 15%, ça prend une intervention en sous-groupe. Et de 2 à 5%, c'est des jeunes véritablement qui ont des problèmes chroniques. Ils vont avoir besoin d'être aidés tout au long de leur cheminement. Vous avez l'équivalent qui a été développé chez vous là, au niveau du dans le cadre référentiel, dans votre référentiel. Le niveau 1, c'est pas directement sur le lien, c'est vraiment une intervention plus générale pour l'ensemble des jeunes ou des adultes. Niveau 2, mesure d'aide et de soutien supplémentaire en sous-groupe. Et niveau 3, suivi des progrès individuels, profil d'orientation. Et vraiment, je vais vers des individus qui ont des problèmes chroniques très, très importants. Ce que je veux vous dire, c'est que le modèle de réponse à l'intervention, qui était si fort, là, tel que défini par Ratti tout à l'heure, vous souvenez où on avait 1, quelque chose là, sur réponse à l'intervention, c'est que vous êtes dedans, là, vous autres, par rapport à l'utilisation de ce modèle-là en milieu carcéral. Je vous le donne à titre de référence, c'est toujours assez fort en arrière, pas de problème avec les ventilateurs. À titre de référence, on peut voir qui va avoir besoin d'aide au niveau secondaire avec une forme d'algorithme que j'avais développé, que j'ai publié en 2015. Regardez là, niveau de compréhension lecture, qualité de la langue écrite, mathématiques, assiduité ou fréquentation scolaire, incidents disciplinaires, utilisation, savoir utiliser les technologies numériques. Lorsque vous avez des jeunes qui sont relativement forts sur l'ensemble, ils vont réussir à l'école. Mais si vous avez des jeunes qui codent très faibles sur l'ensemble et qui, sur ce type d'échelle-là, ont entre 0 et 8, 9 à 13, mais surtout 0 à 8, c'est des jeunes qui présentent des grandes difficultés. Pour faire une histoire courte, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on est capable de voir ou de déterminer assez rapidement qui va avoir des difficultés à réussir au secondaire. Je vous donne le type de référentiel, là, ça peut vous aider par rapport à d'autres contextes. Action 3, porter une attention particulière à la réussite scolaire des gars en intervenant très tôt en ce qui concerne les problèmes de lecture et regardez celle-là en présentant des modèles masculins de réussite. Les gars aiment lire des livres leur envoient leur propre image de ce qu'ils aiment être et à faire, des livres qui les font rire et font faire leur côté espiègle, des romans qui privilégient l'action plutôt que les émotions. Regardez, là, au secondaire, là, un roman qui avait du style Jean-Pierre se promenait, se demandait pourquoi Steve ne voulait plus être son ami. Il ressentait en lui-même la solitude. Des romans qui privilégient l'action plutôt que les émotions. Je parle des jeunes Harry Potter, etc. Science-fiction fantastique, du matériel qui souvent n'est pas proposé en classe. Faire son pool de hockey en lisant les. Ramasser des statistiques, faire son pool de hockey, c'est de la lecture et des mathématiques. Mais des fois, c'est pas perçu comme ça. Ça ici, là, la bande dessinée là, vous allez avoir des adaptations à faire chez vous que vous faites peut-être déjà dans vos classes. La bande dessinée, elle est le deuxième choix de lecture des gars et le 12e choix de lecture des filles. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Les archétypes masculins, que vous soyez petit ou grand. Pèlerin, roi, guerrier, patriarche, guérisseur, homme sauvage, prophète. Celle-là doit vous toucher. Philou, magicien. L'Ordre des psychologues du Québec a publié un cahier sur aider les hommes en difficulté. C'était tellement bien fait. Je vais vous donner juste un extrait. Quand vous faites une entrevue, un psychologue, avec un gars dont la femme est partie, il a fait faillite, il n'a plus à garde de ses enfants, il a perdu sa job. Commencez pas l'entrevue. Hein? Et puis, monsieur, comment vous sentez-vous? Que je fais à cette lettre. Il ne dirait pas de non. Qu'est-ce que vous avez pensé faire? Quand c'est arrivé, c'est quoi que vous aviez le goût de faire?
verbes d'action, de plan, des choses comme ça. Mais là, c'est pas une question de rebrasser les vieux stéréotypes, parce que là, j'en ai soupé d'entendre même la position de l'American Psychological Association, ils se sont fait ramasser d'ailleurs. Là, c'est, je vous cite, on a le thème de la masculinité toxique. Pas capable. Le fait, des valeurs qui sont davantage des valeurs associées aux gars, c'est par définition toxique. Que certaines formes de comportement des gars ou des hommes, de certains aspects de la masculinité soient toxiques, ça va. Mais de prendre le grand chapeau masculinité toxique, là, on est dans le trou pas à peu près. Mais là, vous ne voulez pas que je parle de théorie du genre. L'importance des modèles masculins, un adulte qui nous prend son aile est un facteur de résilience initiale quand on est en difficulté. Au niveau des modèles masculins, je vais conclure assez rapidement, au niveau des modèles masculins, cessez les chances que vous avez d'en avoir là, par rapport à des jeunes ou à des adultes auxquels vous enseignez. Action 4, mieux composée que des comportements difficiles, ce sont très nettement les étudiants les plus à risque d'échec scolaire. Ça, c'est un extrait dans le chapitre d'encyclopédie sur comment gérer sa classe. L'encyclopédie est basée sur des listes de vérification. Quand vous êtes un pilote d'avion en train de décoller, vous repassez votre liste de vérification. C'est à peu près ça. Ou un chirurgien en train d'opérer. Saluer les élèves lorsqu'ils entrent en classe, suivre une routine cohérente, afficher un horaire quotidien, enseigner toutes les règles et les attentes, afficher des rappels, organiser les bureaux pour permettre une libre circulation, mettre l'enseignement en relation avec les connaissances déjà acquises, promenez-vous dans la classe et établissez des contacts. Ça, c'est normalement, c'est des interventions de base que vous avez pour prévenir certaines difficultés de comportement. Il y en a d'autres, si modeler des habiletés et des concepts importants, et vous avez l'ensemble des autres, je ne détaillerai pas. Mais dans un premier temps, parce que je vous les donne, de toute façon, les transparents, dans un premier temps, vous avez un peu. Ça a l'air de quoi une classe qui est bien gérée? Stock. L'autre élément, c'est la question de l'importance de connaître la fonction du comportement. Au niveau de la fonction du comportement, la plupart du temps, quand vous avez un jeune qui présente des difficultés, soit qu'il veut éviter, un jeune ou un adulte, soit qu'il veut éviter une tâche, soit qu'il veut obtenir de l'attention, ou soit comme tel qu'il veut obtenir du pouvoir. Et on a des vidéos là-dessus, mais je n'ai pas suffisamment de temps aujourd'hui, mais sur la question du pouvoir et de l'attention, observez votre propre visage à vous. Si vous êtes en train d'intervenir avec un adulte en situation d'enseignement des adultes en milieu pénitentiaire, vous êtes en train de devenir en maudit. Vous êtes en train de devenir en maudit, c'est que vous êtes dans une situation de lutte de pouvoir. Il y a un pouvoir qui est recherché par le jeune. Si vous êtes là, vous êtes en maudit qui est étonnant. C'est quelqu'un qui dit Madame, monsieur, madame, il est vous en train de chercher votre attention, on va voir. Non, madame, vous êtes maudit qui est, on dirait en langage académique, maudit qui est gossant. Et que ce soit d'une utilise. Ça, c'est davantage une situation carrément de demande d'attention. Et si vous êtes dans un troisième contexte où, mon Dieu, il travaille, mais j'ai peur, il ne réussira jamais, j'ai peur qu'il ne réussisse pas. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait ça? Puis vous avez quasiment de la peine, vous vous sentez mal par rapport à ça. C'est véritablement une situation d'évitement de la tâche de la part de l'élève. Donc, si vous en faites pour un élève, c'est sûrement une situation d'évitement. Si vous dites maudit qui est tannant, c'est probablement une situation de demande d'attention. Puis si vous dites, ah oui, là, je suis capable de le sentir parce que quand je fais telle chose, telle autre chose, là, vous êtes dans une situation de lutte de pouvoir. Et ça, il y a des interventions très précises qui sont prévues là-dedans, au niveau de la suivi. Sur la question de suivi des consignes, il y a une liste de vérification que je vous donne. Mais regardez ceci. Par rapport à un jeune qui ne vous le dire tout de suite, par rapport à un jeune qui ne suit pas les consignes, ou un adulte reconnaître la désobéissance et intervenir tôt, fournir une redirection, dites à l'élève ce que vous attendez de lui, une seule directive et y tenir, ne pas demander à l'élève autre chose que la première directive soit suivie, répéter la directive, demande de précision, j'y viens, continuer à surveiller et féliciter les élèves qui suivent les consignes, reconnaître l'obéissance et donner le cas échéant les conséquences prévues, tout en demeurant cool as a cucumber. Ça peut ressembler à ceci, cool as a cucumber. Je ne suis pas très bon en dessin, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Si le légume ne vous sied pas, il y a lui. Parce que lui a un bon fascinant bien placé, ça a toujours son travail. Et ceci que, au niveau des notes, ça ici augmente le niveau d'obéissance des élèves d'environ de 30 à 40 %. Une manière d'agir, ce qu'on appelle une demande de précision. Donner une consigne claire à l'élève, donc ça s'appelle Michel.
Michel, s'il te plaît, viens t'asseoir à ton bureau. Le jeune obéit. C'est beau, Michel. Michel, s'il te plaît, viens t'asseoir à ton bureau. Vous attendez 5 à 10 secondes. Le jeune n'obéit pas. La deuxième fois que vous le demandez, Michel, tu dois venir t'asseoir à ton bureau. Vous attendez 5 à 10 secondes. Le jeune obéit. C'est beau, Michel. Vous attendez 5 à 10 secondes. Le jeune n'obéit pas. Là, vous donnez une conséquence prévue, si possible micro-graduée, et vous répétez la consigne. Ça peut être, dépendamment du contexte. Michel, regarde, tu viens de décider de rester 1 minute avec moi à la fin de la période pour que je te parle de tel type de situation. Ce que j'ai vu, d'où l'avertissement du début de la conférence. Chérie, sors les vidanges. Chérie, sors les vidanges. Je te donne 50 secondes. Chérie, ne bouge pas. Chérie, tu dois sortir les vidanges. Je lis dans vos paroles. Nous, psychologues, lisons dans les pensées. Là, je suis en train de lire dans la vôtre. Vous attendez 5 à 10 secondes, chérie obéit, c'est beau. Vous attendez 5 à 10 secondes, chérie n'obéit pas. Là, les minutes que va perdre chérie. Mon code d'éthique m'empêche de prononcer les choses. Action 5, je vais conclure bientôt avec ça. De l'importance pour les enseignants et les autres intervenants scolaires de développer leur littératie en santé mentale. J'apprenais hier que l'Angleterre va donner une formation de base à tous les enseignants, non pas pour faire de la thérapie, mais pour reconnaître les différents troubles mentaux, l'anxiété et autres, et comment faire des références, et comment faire des adaptations en classe, faire des références. J'étais tout fier de mon cours parce que je l'ai déjà mis dans l'encyclopédie. Que faire avec un élève dans ma classe qui est anxieux? Que faire avec un élève qui présente certains problèmes associés, entre autres, à la psychose? Donc, vous allez avoir quelque chose de relativement clair par rapport à ça. Notez ceci au niveau des troubles mentaux importants. Il y a une dimension véritablement héréditaire qui rentre avec le compte. Si ça vous touche moins, mais si vous travaillez dans les études secondaires, vous avez une grande fille de 13 ans qui est vraiment déprime, sur le bord d'une dépression, c'est important de savoir si sa mère en a déjà fait 2 ou 3. Là. Vous me suivez? L'hérédité n'arrête pas aux épaules. Je répète. L'hérédité n'arrête pas aux épaules, ça monte plus haut. Et vous allez avoir dans l'encyclopédie certains éléments. Je vous donne des indications sur les manifestations d'anxiété, ce que vous avez dans le métier. Soit des problèmes de concentration, soit directement au niveau du comportement, soit au niveau de la physiologie. Quelqu'un qui vient rouge comme une tomate, ou qui se naturellement spirite, ou des choses comme ça. Je vais vraiment conclure, parce que j'ai mentionné plusieurs éléments qui sont déjà dans la petite encyclopédie d'enseignement efficace. Je crois qu'il y a un tirage dans quelques minutes. Ça avait plus de 400 pages, ça s'est terminé à 425 pages. Des chapitres ont environ 4 pages. 60 chapitres de 4 pages, forme de liste de vérification. En guise de conclusion, les mesures que je viens de présenter sont valides pour l'ensemble des étudiants. Regardez bien ceci, la réussite scolaire, la réussite à l'école, c'est une question de talent, de persévérance et de chance. Réussite exceptionnelle. Souvent, même talent, beaucoup de persévérance et beaucoup de chance. On n'a pas beaucoup de contrôle sur le talent, la chance, avec le contrôle carrément beaucoup plus sur la question de supporter la persévérance chez les gens. Vous savez, il y a l'optimisme de celui qui attend que quelqu'un lui fasse un cadeau, mais il y a aussi l'optimisme de ce garçon qui songe à construire une cabane dans un arbre qui se dit si je trouve un peu de bois, des clous, que je réussis à persuader d'autres jeunes de m'aider, ils pourront avoir quelque chose de vraiment cool. Dans le métier que vous faites, vous pouvez, pour des adultes passionnés de réussite comme vous, dans le métier que vous faites, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. Mais si on continue à persévérer, on augmente certainement nos chances d'offrir à plus d'élèves ce dont ils ont besoin. Merci.